Quand j'avais 15 ans, mes parents ont décidé d'aller rendre visite à mon oncle. Je voulais pas y aller, je voulais rester à la maison et passer du temps avec mon meilleur ami, Alex. Comme nous vivions dans un quartier tranquille et qu'il y avait peu de crimes, mes parents m'ont permis de rester à la maison et d'inviter Alex. Ma mère a laissé une note sur le frigo avec tous les numéros d'urgence. Et mon père m'a dit de l'appeler si quelque chose arrivait. Je leur assure que tout va bien se passer. Moi et Alex, on va jouer aux jeux vidéo et manger une pizza plus tard. J'ai appelé Alex et il est venu chez moi. 15 minutes plus tard, nous avons joué à UFC sur ma PS4 pendant 2 heures. Puis nous avons mangé de la pizza. Après le repas, on s'est assis dans le salon pour parler de choses et d'autres. Finalement, nous avons commencé à parler de filles. Alex a mentionné un site web où l'on peut parler à des gens au hasard. Il s'appelait Omegle. Il a également dit qu'il avait parlé à des filles sur ce site. Alors nous avons décidé d'aller sur Omegle et de tenter notre chance. Pendant les 30 premières minutes, nous avons été mis en relation avec aucune fille. Nous commencions à nous ennuyer et juste au moment où je bougeais ma souris pour fermer la page web, 2 filles sont apparues sur notre écran. Elles avaient à peu près notre âge, peut-être un peu plus. Nous avons essayé de leur parler, mais elles ne faisaient que taper. Nous pouvions voir qu'elles essayaient de parler, mais nous ne pouvions pas les entendre. Nous leur avons dit d'allumer leur microphone, mais les filles ont répondu qu'elles n'en avaient pas. Nous avons continué à leur parler quand même. Nous avons dit que nous étions seuls à la maison, et apparemment elles l'étaient aussi. Elles ont dit qu'elles vivaient dans la même ville que nous et dans le même quartier. Mais nous n'avions jamais vu ces filles auparavant. J'ai pensé que c'était étrange parce que notre ville était assez petite. Après 15 minutes de plus, elles nous ont dit que nous étions super mignons et que nous devions sortir ensemble un jour. Nous étions stupéfaits. D'habitude, les filles ne veulent pas sortir avec nous. Alors Alex leur a donné un nom d'utilisateur Snapchat. Dès qu'il a tapé le nom de son utilisateur, les filles se sont déconnectées. Nous étions vraiment déçus. Nous n'avons même pas eu leur nom. Alors nous avons éteint mon ordinateur portable et sommes retournés à la PS4 pour jouer à des jeux vidéo. Un peu plus tard, nous étions toujours en train de jouer à des jeux vidéo quand Alex a sorti son téléphone. Il venait de recevoir un snap de quelqu'un appelé Anaxoxo99. Il l'a ouvert et c'était une photo des 2 filles que nous avions rencontrées sur Omegle un peu plus tôt. Elles marchaient dans la rue et la légende disait « On peut venir chez toi et traîner ?» Alex m'a immédiatement regardé. Il ne m'a rien demandé. Je savais déjà ce qu'il voulait et j'ai déjà dit non. Il n'était pas vraiment content mais il comprenait en même temps. Je leur ai envoyé un texto pour leur dire qu'elles ne pouvaient pas venir et que nous devrions passer du temps ensemble mais une autre fois. Quelques minutes plus tard, les filles ont répondu « On peut se retrouver au parc alors ?» Alex m'a donc demandé si je voulais aller au parc avec elle. C'était seulement à 10 minutes de marche de chez moi, mais j'ai quand même dit non. À ce moment-là, Alex était un peu frustré, et il a dit qu'il s'y rendrait avec ou sans moi. Il avait peut-être raison, je devrais peut-être y aller. Est-ce que je vais vraiment laisser passer une opportunité comme celle-là? J'ai regardé ma montre, et il était 22h30. Mais ce n'était pas si tard, et l'ami de mon père vivait juste à côté du parc, donc j'ai dit que j'irais avec lui. Mais si quelque chose semblait étrange, nous retournerions immédiatement chez moi. Alex a accepté. Il a envoyé aux filles un snap disant que nous étions en route pour le parc. Elles ont répondu qu'elles nous attendraient à l'aire de jeu pour enfants. Nous sommes sortis de chez moi et elles vont commencer à marcher vers le parc. Pendant tout le trajet, je pensais « Et si jamais quelque chose se passe mal? Nous ne connaissons même pas ces filles! Et si quelqu'un d'autre était au parc avec elles ?» Mais je voulais rien dire, parce qu'Alex aurait sûrement dit que j'étais paranoïaque. Alors, j'ai gardé mes pensées pour moi. Après 10 minutes de marche, nous sommes arrivés au parc. L'aire de jeu pour enfants était un peu plus loin dans le parc, alors j'ai demandé à Alex de leur demander de venir à l'entrée principale du parc, car c'est là que nous nous trouvions. Mais Alex a juste dit « Mec, viens !» et leur a envoyé un SMS pour leur dire que nous étions au parc. Après environ 1 minute que nous sommes arrivés à l'aire de jeu, il n'y avait toujours personne. J'ai demandé à Alex si elles avaient répondu à notre dernière photo, et il a dit non. Elles avaient simplement ouvert la photo. Nous avons attendu quelques minutes, mais toujours aucun signe des filles. Nous étions tout seuls dans ce parc. J'ai dit à Alex qu'elle se moquait probablement de nous, et qu'on devrait rentrer chez nous. Mais Alex voulait rester quelques minutes de plus. 1 minute a passé, et c'est alors que nous avons entendu quelqu'un marcher derrière nous. Nous nous sommes retournés, et il y avait un type habillé en noir, debout derrière un arbre, qui nous regardait. Il avait un sourire effrayant sur le visage. J'ai dit à Alex que nous devrions rentrer à la maison, que ce n'était vraiment pas une bonne idée. Alex était d'accord avec moi, et nous avons commencé à marcher vers la maison. Pendant tout ce temps, je regardais par-dessus mon épaule pour essayer de voir si l'homme nous suivait. Et il le faisait. J'ai dit à Alex, et il s'est mis à courir. Juste au moment où nous sommes arrivés à l'entrée du parc, le type a attrapé ma main et s'est mis à crier comme un fou. Je criais et donnais des coups de pied pour essayer de lui faire lâcher ma main. J'appelais Alex pour qu'il m'aide, mais il s'est enfui. Le type a commencé à me tirer vers l'arrière du parc. Je criais aussi fort que je pouvais, et c'est alors que j'ai vu des lumières bleues et rouges. Le type a dû les voir aussi, car il a immédiatement lâché ma main et a commencé à s'enfuir plus loin dans le parc.
J'ai commencé à courir en direction de ma maison quand un policier m'a arrêté. Je lui ai tout expliqué et il a immédiatement appelé mes parents. L'agent de police m'a emmené au poste de police pour attendre que mes parents viennent me chercher. Mes parents sont arrivés au bout d'1 heure environ, et le policier leur a raconté ce qu'il s'était passé. Et moi aussi. Mon père a demandé s'ils avaient attrapé le type, et ils ont répondu qu'ils le cherchaient toujours. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mes parents étaient heureux que rien de grave ne soit arrivé, mais ils étaient aussi furieux contre moi, pour avoir été aussi irresponsable. Je n'aurais jamais dû quitter la maison pour rencontrer des filles avec lesquelles je ne parlais en ligne que depuis 2 minutes. Ils m'ont dit d'aller me coucher et que tout irait bien. Le lendemain, Alex est venu chez nous, il était avec son père et il s'est excusé d'avoir fugué hier soir. Il a également dit que lorsqu'il était rentré chez lui, il avait ouvert son Snapchat, mais il n'y avait plus aucun signe de AnnaXoxo99. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Pour situer le contexte, je suis un adolescent, et cela s'est produit quand j'avais environ 17 ans. À l'époque, je voyais toutes ces vidéos sur YouTube sur les histoires d'horreur et les farces d'Omegle. Je ne suis pas particulièrement courageux, mais quand je m'ennuie, je prends souvent des mesures radicales pour trouver quelque chose à faire. Après avoir réfléchi un moment, j'ai trouvé le courage d'aller sur Omegle. Je voulais être drôle, alors je n'ai répondu à rien ni à personne. Je suis alors tombée sur ce type qui n'arrêtait pas de me dire de parler. Sinon, mais comme je suis un adolescent, je voulais le mettre en colère. J'ai donc demandé ce qu'il ferait dans le chat. Tout ce qu'il a dit, c'est « Tu devrais parler davantage ». Et il est parti. Je suis assez fière de moi d'avoir été un crétin, mais légèrement perturbée. Alors je l'ai éteint pour travailler sur mes devoirs à rendre le lendemain. Après quelques minutes de travail, j'ai entendu mes chiens aboyer. Et ils ne s'arrêtaient pas, même quand je leur demandais de le faire. Je me suis dit que quelqu'un avait peut-être fait un bruit fort, ou même peut-être que quelqu'un avait un sifflet à chien. Après avoir calmé mes chiens et être retournée à mes devoirs, j'ai entendu le même bruit. Cette fois, quelqu'un avait frappé à ma porte arrière. Ma porte arrière était fermée par une barrière d'1 mètre et d'un verrou. Le seul moyen pour quelqu'un d'entrer est d'avoir une clé ou de la sauter. Après avoir regardé dehors pendant environ 10 minutes, j'ai appelé mon père et je lui ai tout raconté. Il m'a dit que lorsqu'il rentrerait à la maison, il jetterait un coup d'œil. Je l'ai accepté parce qu'il est médecin et qu'il a beaucoup de travail à faire. 1 demi-heure passe. Mes chiens sont dehors, et c'est alors que j'entends un bruit sourd devant ma porte. J'ai regardé autour de moi et il y avait une pierre avec une note collée dessus. Après cela, j'ai entendu mes chiens aboyer dans notre allée. Le mot disait « Je sais où tu vis ». Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je me sens juste chanceuse d'avoir 3 chiens dans ma maison à tout moment. Je ne suis pas du genre à montrer mes émotions ou avoir peur facilement, mais ça m'a fait vraiment peur. Je tremble et je suis sur le point d'appeler la police. Est-ce que c'est juste une coïncidence? Ou est-ce que c'est le même gars d'Omegle qui a vraiment trouvé où je vis? Quand mes amis et moi avions 15 ans, nous allions souvent sur Omegle. Je suis sûre que la plupart d'entre vous savent déjà ce qu'est Omegle. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un site de chat qui vous met en relation avec une personne au hasard pour une conversation en tête-à-tête. Vous pouvez vous déconnecter et commencer une nouvelle conversation avec quelqu'un d'autre à tout moment. À l'époque, le site était encore en plein essor et accueillait environ 150 000 personnes en ligne à tout moment. Nous aimions nous amuser avec les gens et nous inventions complètement qui nous étions. Nous étions jeunes et avions un mauvais sens de l'humour. Un jour, nous avions décidé d'aller sur Omegle et de dire des choses très bizarres ce jour-là. Nous avions décidé de dire à des étrangers que nous avions des enfants enfermés dans notre sous-sol. Pour une raison quelconque, c'était de l'or comique dans nos esprits de 15 ans, et nous pensions que les réactions seraient hilarantes. Nous l'avons peut-être dit à 1 ou 2 inconnus, et ils se sont immédiatement déconnectés. Mais ensuite, nous nous sommes connectés à un étranger qui, lui, était soit réellement inquiet, soit désirait de jouer le jeu de messages effrayants. Nous avons raconté à cet inconnu notre blague du jour. L'inconnu nous a demandé pourquoi nous étions si méprisables et qu'il allait appeler les flics. Nous avions ri et nous nous sommes déconnectés. Nous nous sommes connectés au prochain inconnu et le premier message qui s'est affiché était presque incroyable. « Comment vont les enfants dans ton sous-sol » Nous avons été choqués et nous nous sommes déconnectés immédiatement. Nous avons essayé d'en rire pendant quelques secondes et de nous connecter à un autre inconnu. Mais à chaque connexion à un nouvel étranger, un autre message était apparu dans le chat. J'attends toujours des nouvelles de ces enfants. Nous avons décidé de nous déconnecter et de nous reconnecter une fois de plus. Le dernier message envoyé par la personne était « Je suis toujours là et j'attends toujours ta réponse ». Finalement, nous avons repris nos esprits et nous avons quitté l'ordinateur pour un moment. Je me souviens avoir eu tellement peur que cette personne appelle les flics, mais heureusement, il n'en est rien ressorti. Nous avons cessé d'aller sur Omegle autant que possible.
Je me demande encore si un modérateur était sur le site et avait un moyen de continuer à se connecter à nous, ou si c'était quelqu'un qui était bon en piratage. Je suis sûre que ce que nous avons dit à cette personne l'a fait paniquer, autant qu'elle nous a fait paniquer. Dans l'ensemble, nous avons appris une bonne leçon, et réalisé que nous n'étions pas aussi drôles que nous le pensions. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ce site web, appelé omegle.com. Si ce n'est pas le cas, c'est un site de chat. Les gens y vont quand ils s'ennuient et c'est anonyme. C'est à vous de donner vos informations. Mais vous pouvez facilement sortir d'une conversation et passer à une autre personne en un seul clic. Vers 2012, je suis allée souvent sur ce site car je me sentais seule. Et j'ai déjà eu de belles conversations sur ce site. J'avais 16 ans à l'époque. C'est là que j'ai rencontré Emily. C'était une fille drôle à qui il était si facile de parler. Et tout de suite, j'ai eu l'impression que nous étions amis depuis toujours. Alors je lui ai donné mon Skype et toutes mes coordonnées pour que nous puissions nous reparler. Très vite, nous avons parlé toute la journée, tous les jours, pendant quelques mois sur Omegle. Elle m'a dit qu'elle venait du pays de Galles, ce que j'ai trouvé très cool. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un du pays de Galles, pensais-je. C'était la meilleure amie que j'avais jamais eue. On parlait de tout ce qu'il se passait dans nos vies. Elle me racontait des histoires folles sur les choses qu'elle avait faites avec ses amis. Et nous parlions de trucs de filles. Et je me réveillais avec des photoshops de nous et des chats et un mauvais jeu de mots écrit dessus. On s'envoyait des textos tout le temps, mais je voulais l'appeler ou lui faire une vidéo. Mais elle m'a dit qu'elle s'était disputée avec son beau-père récemment et qu'il avait jeté son ordinateur portable contre le mur et que du coup la caméra s'était cassée. Bon, eh bien, j'ai pensé qu'elle pourrait envoyer un message sur Skype et que j'allumerais ma vidéo et mon micro pour qu'au moins elle puisse me voir. Pourquoi pas? Quand on l'a fait, elle n'arrêtait pas de me dire combien elle était jalouse de moi et me disait d'arrêter d'être aussi belle. Et ça me flattait. Je la trouvais magnifique sur ses photos. Et c'était idiot de sa part d'être jalouse de moi. Emily était du genre collante. Elle voulait tout le temps mon attention, et se mettait en colère si je m'endormais ou si je ne répondais pas assez vite. Elle a commencé à faire des choses étranges sur son corps, comme dire qu'elle pensait avoir un vagin moche, et qu'elle s'en inquiétait. Et elle l'appelait une fente pour les pièces de monnaie. C'était vraiment bizarre. Elle m'a demandé de la regarder et de lui dire s'il était bizarre, ce à quoi je lui ai simplement répondu « Non, je suis sûre qu'il est bien, t'inquiète pas ». Elle a dit « Je parie que le tien a des étincelles et de la magie ». Je pouvais sentir qu'elle essayait de prendre une photo de moi. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai changé de sujet. Emily parlait du gars qui travaille au supermarché et du fait qu'elle avait un gros béguin pour lui, mais qu'elle était trop maladroite pour lui dire quoi que ce soit. Je l'ai encouragée à lui parler et finalement elle a eu le courage de l'inviter à sortir. La nuit où elle m'a raconté ça, je me souviens qu'elle m'a posé cette question à l'improviste. Si j'étais un mec, quel nom crois-tu que j'aurais? Et soudain, j'ai eu mon cœur qui s'est serré très fort en lisant ça. Car j'ai réalisé que je n'avais jamais entendu sa voix ou vu sa photo dans une vidéo. Elle pourrait très bien être un homme, depuis tout ce temps. Le pourrait-elle, cependant? Non, elle essayait sûrement juste de me faire peur. Elle essayait d'obtenir des réactions tout le temps. Et ces photos correspondent à tout ce dont elle parle. Je n'ai pas à m'inquiéter, n'est-ce pas? J'ai décidé de participer. John? Oh, j'espérais que tu dirais Jacob. C'est bizarre. Mais une fois de plus, j'ai pensé qu'elle était juste bizarre. Et nous avons continué à parler d'autre chose. Je lui ai dit qu'elle m'avait presque fait peur. Elle a ri et s'est excusée. Un soir, j'arrive et nous parlons comme d'habitude. Elle m'a demandé dans quel état je vivais. Je lui ai dit parce que je pensais qu'elle voulait peut-être voir à quoi cela ressemblait par rapport à l'endroit où elle vit sur Google, ou quelque chose comme ça. Ensuite, elle a dit « Tu n'es qu'à 800 km de chez moi ?» J'ai dit « Non, tu ne l'es pas. » Elle a dit « Oui, je vais à... » Je cherche cette école, et bien sûr c'est en Alabama. Mais on peut facilement chercher une école sur Google Maps. J'ai donc pensé qu'elle inventait des choses pour obtenir plus de réactions. Elle a alors dit qu'elle avait réparé sa caméra et que nous pouvions faire un chat vidéo ce soir si je le voulais. J'ai dit oui, j'étais très excitée. Nous avions parlé pendant 2 mois et je pouvais enfin la voir au lieu de lui envoyer des photos ou des textos. Je m'installe dans le salon et je l'appelle. Elle a répondu. Vous savez, quand vous vous sentez gelé par la peur et que le temps semble lent. La première seconde, quand je l'ai vue, j'ai pensé que c'était peut-être son frère ou son ami et qu'elle allait déplacer la caméra vers elle. Mais non, c'est juste lui. Alors je me suis figée et sans voix, il a pris l'un de ses ordinateurs portables et se connecte en tant qu'Emily pour me montrer qu'il avait vraiment fait ça pendant tout ce temps. Il ne disait rien. Il sort ensuite une caméra et la pointe vers moi. Je me suis finalement dit de mettre fin à l'appel avant qu'il ne prenne sa photo. Pourquoi avait-il sorti son appareil photo? Je ne sais pas, mais j'essaie de tout assimiler alors que mon cœur bat la chamade. Et même s'il n'est pas près de moi physiquement, c'est quand même très effrayant et dérangeant pour moi. Je me suis ressaisie et j'ai décidé d'essayer d'obtenir des réponses. Je lui ai écrit un simple « Pourquoi ?»
Et il m'a répondu « Mes amis m'ont défié de faire semblant d'être une fille sur Omegle, mais je t'ai trouvé vraiment cool alors j'ai continué. Mais j'ai arrêté de parler aux autres gars. Je voulais juste continuer à te parler. » Et devinez quoi? Son nom était Jacob. Il avait 21 ans et il venait d'Alabama. Je ne comprenais pas comment il pouvait maintenir sa fausse vie d'Emily tous les jours, et même avoir des photos de tout ce qui semblait si légitime. C'était presque comme si Emily était réelle, et qu'elle était morte cette nuit-là. Cette fille sur ses photos, qui était-elle? Ce qui est étrange, c'est que parfois j'ai l'impression qu'elle est toujours là, même si je sais qu'elle n'existe pas. Je suis une très jeune femme en 6e année. Je n'étais même pas stupide. Je le suis encore un peu, alors s'il vous plaît, ne me faites pas un cours sur la sécurité sur Internet. En vérité, je sais déjà tout ça, mais j'ai choisi de le faire. Je suis consciente que c'était une décision stupide, et ça ne se reproduira plus jamais. Ok, alors commençons. Je m'ennuyais pendant les vacances d'hiver, et j'étais sur la tablette que j'ai reçue à Noël, avec un clavier Bluetooth, mais je ne voulais pas aller dormir. Je me souviens avoir regardé de nombreuses vidéos de farces et attrapes sur YouTube sur un site appelé Omegle. Si vous ne savez pas ce qu'est Omegle, il s'agit d'un site web gratuit avec une version sécurisée pour les 13 ans et plus, et une autre version inappropriée pour des fins inappropriées. Pour une raison pédophile, les gens préfèrent toujours aller sur la version sûre pour montrer aux filles leur anaconda. Ce site vous garde anonyme pour des raisons de sécurité et ne vous recommande pas de donner des informations personnelles. Comme j'étais stupide, je me suis dit « Hey, autant parler à des inconnus à minuit! Qu'est-ce qui a mal tourné ?» La réponse à cette question est énormément de choses. Je l'ai appris à mes dépens. C'est la 2e fois de suite. J'ai utilisé Omegle le 2 janvier, tard dans la nuit ou tôt le matin. Je suis allée dans ma boîte d'intérêt et j'ai entré 5 choses. Il y avait quelques logs de chat quand j'ai vu une fille qui a dit qu'elle avait 13 ans. Je savais déjà que cette personne était un simulateur. J'aurais dû partir, mais je ne l'ai pas fait. En gros, cette fille me demandait des informations personnelles. J'ai tout simulé, sauf mon âge, honteusement. Elle a dit « Cool, j'ai 13 ans, j'ai seulement 1 an de plus que toi ». Elle n'a cessé de me pousser à lui montrer mon corps nu, comme elle le faisait aussi. Bien sûr, j'ai refusé. Et bien sûr, ce pédophile flippant s'est énervé. Apparemment, cette personne m'avait enregistré pendant tout ce temps sur son ordinateur. Il l'a diffusé sur son écran, me laissant me regarder en train de boire dans ma bouteille d'eau. Une image qui peut facilement être photoshopée en quelques secondes pour devenir quelque chose de vraiment inapproprié. Je me souviens l'avoir regardé et lui avoir dit qu'il était malade, ce à quoi il a simplement répondu « Non ». Étant la personne la plus intelligente du monde, je n'ai pas quitté le chat. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone, j'ai continué à parler avec lui et je l'ai enregistré en train de me menacer. Il m'a dit que si je ne me montrais pas de manière indécente, il prendrait les enregistrements et les montrer dans une vidéo inappropriée. Quand j'ai dit non, il m'a dit que j'avais 2 choix. 1 de me montrer nue, ou 2 de soulager son fétichisme des toilettes. Comme je n'ai pas répondu, il a pensé que je ne savais pas ce que c'était, et il me l'a dit. Je n'ai pas répondu une fois de plus, alors il est reparti en me laissant le message suivant. « Je suppose que tu as fait ton choix alors. Au revoir. » Au début, je n'ai absolument rien pensé, me disant qu'il n'était pas assez intelligent pour faire ça. Mais plus j'y pensais, plus je paniquais. J'ai pleuré en silence car je ne voulais pas que mon père et son ami m'entendent à côté dans sa chambre. J'ai posté les vidéos sur mon Instagram privé. Moi seule étais autorisée à les voir. Mes seuls followers étant des personnes de mon école que je connaissais, j'ai demandé de l'aide. Seule une petite quantité de personnes étaient en ligne, comme 2, donc je me suis épargné une certaine gêne à l'école. Comme une certaine personne de l'école l'a vue, l'autre était ma demi-sœur de 13 ans, Val. La fille qui l'a vue a fait une capture d'écran et m'a envoyé un message, me demandant ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté et elle m'a dit que je devais appeler la police. Malheureusement, j'ai dû appeler la police. Ou heureusement en fait. Le répartiteur a été très gentil, mais quand la police est arrivée, la dame qui était là ne l'était pas. Elle m'a sermonné, puis elle est partie. Elle m'a dit qu'elle n'était pas en mesure de procéder à une arrestation, car je l'avais laissé faire tout ça, comme si je l'avais voulu. Bien sûr, je leur ai montré les vidéos. Mon père a dit qu'il était déçu de moi. Et pour faire court, j'ai été punie de tout. Je viens à peine d'avoir ma tablette à Pâques. Après 83 jours, mon téléphone et mon iPod cassé sont toujours confisqués. Je déteste Omegle. Il y a 1 an ou 2, j'étais un de ces types qui allaient sur Omegle pour chercher du sexe. Alors ouais, j'étais un peu pervers. J'avais l'habitude de chatter puis de parler sur des emails et des coups de pied, ce qui se terminait normalement par un sexting ou quelque chose comme ça. Je m'assurais qu'elles avaient toujours moins de 16 ans, puisque j'en avais 15 à l'époque. 16 ans était légal là où je suis, et j'ai évité d'attirer des ennuis aux autres. Un jour, j'ai trouvé quelqu'un sur Kik, et nous avons commencé à nous fréquenter. Excusez le jeu de mots. Nous avons beaucoup bavardé. J'ai découvert qu'elle était de l'endroit où j'habitais, et j'étais ravie à ce moment-là. Mais c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait 22 ans à peu près. Maintenant, je pense que j'ai peut-être été le plus grand idiot possible, et j'ai dit que j'avais 16 ans.
Nous avons parlé de nous rencontrer pendant un certain temps, et un jour elle a parlé de sexe. Alors je n'envoyais jamais rien d'autre que des photos torse nu, ce qui pour être honnête n'était pas du tout impressionnant pour des raisons évidentes. Cette fois j'ai décidé d'envoyer des photos plus privées. J'ai reçu des photos en retour, et elles semblaient plutôt authentiques, alors nous avons continué. Nous avons discuté davantage, et un jour elle a lâché une bombe. Elle a dit qu'elle était en fait dans une relation, mais qu'ils envisageaient un plan à 3. En tant qu'adolescente excitée, j'ai pris ce que je pouvais et j'ai dit oui. C'est à ce moment-là qu'elle a apparemment montré et partagé les emails avec son petit ami. J'ai eu beaucoup de discussions sur ce qui allait se passer et tout ça, et j'étais assez excitée pour être honnête. À ce moment-là, les deux m'ont demandé si j'avais déjà pensé ou fait des choses bisexuelles. J'étais un peu effrayée, mais j'ai simplement répondu non aux deux et leur ai dit que j'étais hétéro. Au début, ils m'ont dit d'accord, mais ils sont revenus à la charge en me demandant si j'étais sûre. À ce stade, j'ai pensé que je me sentirais pas du tout en sécurité et mal à l'aise de les rencontrer, ou même de discuter avec eux. Et c'est ce que je leur ai dit. C'est maintenant que ça devient effrayant. On m'a dit d'arrêter, et j'ai été inondée de courriers contenant de nombreux abus sexuels et normaux. J'ai ignoré tous les emails, j'ai eu peur, mais je ne pensais pas trop à ça. Un jour, j'ai reçu des SMS et des appels masqués contenant le même type d'abus que ceux qui m'avaient effrayée. Je ne leur ai jamais donné mon numéro, et je n'avais jamais parlé à personne de ce qu'il se passait, donc c'était eux. Mais comment? J'ai reçu des SMS disant qu'ils allaient envoyer ma photo à mes parents, la poster à tous mes amis, et qu'ils ne le feraient pas seulement si je faisais ce qu'ils me demandaient. J'étais pétrifiée, j'allais appeler la police, mais je pensais que je pourrais avoir beaucoup d'ennuis pour cela. J'ai demandé ce qu'ils voulaient, puis j'ai découvert qu'il s'agissait bien d'un seul homme pendant tout ce temps. Il a dit que si je ne faisais pas l'amour avec lui, alors il ferait ce dont il m'a menacée. À ce moment-là, j'ai dit que j'étais mineure et que je le ferais arrêter pour pornographie infantile. Il ne m'a pas cru. J'ai aussi mentionné que c'était du chantage. Il a alors menacé de me faire du mal et j'ai répondu « Tu ne sais pas où j'habite ». Il m'a alors indiqué une route sur laquelle je vivais. J'ai affirmé qu'il se trompait, mais il ne s'est pas laissé convaincre. J'ai tout ignoré pendant un bon mois. J'ai volontairement pris de longs trajets pour rentrer de l'école et je ne suis jamais sortie tout seul. J'ai tout verrouillé chez moi quand j'étais seule. J'ai supprimé mes emails, découpé ma carte SIM et fait en sorte de ne plus jamais avoir les cheveux longs pour qu'ils ne me reconnaissent pas. J'ai vécu dans la peur pendant environ 6 mois avant de m'en remettre. Je ne l'ai dit qu'à une poignée d'amis proches par sécurité. Cela montre simplement que l'on ne peut faire confiance à personne en ligne et qu'il n'est pas sage d'y être pour la raison pour laquelle j'y étais, surtout quand on est mineur. Personne ne comprend vraiment à quel point les médias sociaux peuvent être dangereux. C'est vraiment un monde si différent où chacun peut être ce qu'il veut. J'avais 16 ans à l'époque où cette histoire s'est produite. J'étais toujours sur MySpace, vous savez, les trucs typiques des adolescents. Je recevais quelques messages ici et là, mais il y avait ce garçon qui m'envoyait constamment des messages. Je lui répondais parfois le typique bonjour ou quoi de neuf, ce genre de choses. Je n'en pensais rien. Un jour, moi et mon amie, appelons-la Anna, nous nous promenions dans la ville. Comme d'habitude, nous nous sommes arrêtés dans le complexe immobilier près de chez moi, juste pour faire une pause. Nous étions assises sur les escaliers quand un type est arrivé derrière nous et a dit à Anna « Hé, t'as un briquet ?» Elle a répondu « Non » et il est parti. Puis environ 15 minutes plus tard, il est revenu et s'est tenu derrière moi. J'ai commencé à voir dans ma vision périphérique un mouvement de main, alors je me suis retournée un peu plus et j'ai vu sa main dans son pantalon bouger de haut en bas tout en me faisant face. Mon cœur s'est instantanément monté dans mon estomac. J'ai commencé à courir sur mon téléphone pour envoyer un texto à Anna et je lui ai dit que je pensais qu'ils se touchaient. On se sentait toutes les deux bloquées. Il s'est ensuite assis à côté d'Anna et il était si près qu'il touchait son bras. J'ai fait semblant d'être au téléphone pour qu'il parte. Il regarde Anna puis dit « Elle s'appelle Nadia ?» Anna a eu peur instantanément et elle s'est mise à hurler « Demande-lui toi-même !» Mais je faisais toujours semblant d'être au téléphone. Environ 5 minutes plus tard, l'agent de sécurité s'est promené et nous a dit bonjour. Puis il a parlé à l'enfant, appelons-le Antonio. « Et quoi de neuf, Antonio? Tu traînes avec ces dames ce soir ?» Je savais que sa tête devait être écrite sur mon visage. Pourquoi ne le voit-il pas? L'agent de sécurité dit alors « Eh bien, si j'entends parler de 2 filles blanches qui disparaissent, je crois que je sais qui appeler à ce stade. » Je commence à me sentir plus malade que je ne l'étais déjà. L'agent de sécurité est alors parti, et pourtant Anna et moi sommes toujours assis là, en se sentant plus coincés que jamais. Quelques minutes plus tard, un de ses amis arrive et me dit « Tu veux entrer ?» J'ai finalement assez d'énergie pour dire non, et que je devais aller rejoindre mon cousin. Avant que nous commencions à nous lever, l'ami d'Antonio se place devant moi et me dit « J'ai dit non, et Anna et moi a commencé à marcher vers la sortie, car ma maison est juste en haut de la colline. Et qu'est-ce que vous savez? Ils ont tous les deux commencé à nous suivre. Nous entrons dans ce tunnel et Anna dit « Enlève tes chaussures pour qu'on puisse courir, et qu'on ne veut pas qu'ils entendent où on va. » Donc, nous voilà pieds nus, courant comme si nos vies en dépendaient.
On passe sous ma rue, on court jusqu'à ma maison, on entre dans le couloir de derrière. C'est si calme que tout ce qu'on pouvait entendre, c'était moi, essayant de reprendre mon souffle, et mon cœur battant dans mes oreilles. J'ai commencé à regarder Anna, effrayée, qui se cachait derrière le mur en fixant la porte vitrée, attendant de voir si quelqu'un allait surgir. Nous avons fini par nous calmer mutuellement. Je pensais que tout était fini jusqu'au lendemain matin, quand je suis allée sur MySpace. J'avais un message de lui qui disait alors « Je veux juste que tu saches, je sais dans quelle maison tu vis », avec le nom de ma rue indiqué. Alors je l'ai bloqué sur MySpace, et je ne suis plus jamais passée devant ce complexe. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert qu'il était en prison. Et d'après ce que je sais, à maintenant 25 ans, il est toujours en prison. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il a fait, mais j'espère vraiment ne plus jamais le croiser. Plus jamais. C'était une nuit d'été ennuyeuse. Je venais de terminer mon année scolaire et j'avais beaucoup de temps libre. Je passais mes journées à faire du skateboard avec mes amis au parc. Le skate était ma passion à l'époque, et je passais pratiquement tout mon temps libre à le faire. Mais certains soirs, cependant, je m'ennuyais et je restais à la maison. Je n'ai jamais été un grand joueur, alors regarder mes séries préférées était mon passe-temps favori. Mais avouons-le, même votre série préférée, les activités deviennent ennuyeuses au bout de plusieurs jours. Mais une nuit en particulier, je repensais à une conversation avec un ami. Mon ami avait l'habitude d'aller sur le site Omegle et d'essayer de faire des farces aux gens. Il faisait souvent semblant d'être une fille en mettant du maquillage très bien fait par sa sœur. Les garçons de l'autre côté de l'écran étaient parfois excités et le complimentaient. Après avoir joué avec eux un peu, il révélait son vrai genre et montrait sa voix grave et virile. Ces histoires que mon ami a racontées étaient tellement hilarantes que j'ai décidé d'essayer Omegle moi-même. Au début, j'avais vraiment envie de rencontrer des gens en ligne et de voir où cela mènerait. Je sais que ça peut paraître cliché et trop romantique, mais j'étais un homme seul à cette époque. Je n'avais jamais eu de relation sérieuse auparavant. Je voulais tomber amoureux de quelqu'un. Je voulais m'attacher à quelqu'un. Malheureusement, Omegle m'a déçu assez rapidement. Chaque fois que j'essayais de faire la conversation avec quelqu'un, il me zappait. Parfois, je ne pouvais même pas dire un mot. J'en suis venue à la conclusion que peut-être il ne cherchait que des filles sur cette page. Après tout, tous les autres mecs avaient leurs pantalons baissés et montraient leurs parties intimes à la caméra. J'étais choquée et dégoûtée au début. Mais après avoir vu quelque chose 10 fois, on commence à s'y habituer. Mais à ce moment-là, il était 23h. J'ai décidé de laisser tomber les dernières personnes et de m'arrêter là. Mais alors que j'étais sur le point de le faire, j'ai rencontré quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas à voir sur mon écran. La première chose que j'ai remarquée, c'était une grande table sur laquelle étaient étalées des armes à feu. Et derrière elle se trouvait un homme à l'allure étrange. Mon rythme cardiaque a commencé à s'accélérer. J'ai compté environ 6 armes à feu sur la table. Que se passait-il ? Pourquoi quelqu'un montrerait-il ses armes comme ça sur Omegle ? Elles devaient être fausses, non ? Pendant que je me posais cette question, j'ai concentré mon attention sur l'homme. Sa tête était en forme d'étoile et son visage en forme d'étoile. La pièce derrière lui était plongée dans l'obscurité et je ne pouvais rien voir d'autre que lui ainsi que ses armes. L'homme était assis sans bouger derrière sa table, les yeux grands ouverts. Il avait de longs cheveux noirs et toute sa tenue était sombre aussi. Il portait une sorte de tenue gothique. Même la peau autour de ses yeux était peinte en noir, presque comme une sorte de clown ou de joker, mais en niveau de gris. Son manque de mouvement commençait à jouer sur mon anxiété. Mais d'une manière ou d'une autre, j'attendais qu'il commence à bouger. La conversation, après une longue et embarrassante minute à se regarder fixement, il a finalement commencé à taper quelque chose sur son clavier sous la table. La curiosité serait un euphémisme pour dire ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais vraiment intriguée pour une raison quelconque. Qu'est-ce que ce type pouvait bien taper ? Le texte disait « Bonjour, je vous choisis pour choisir mon destin. Nous allons jouer au fameux jeu appelé roulette russe. Mais cette version est un peu modifiée. Sur ma table, ici, j'ai 6 pistolets. 2 d'entre eux sont entièrement chargés et le reste est vide.
Vous déciderez quelle gâchette je dois appuyer pour viser ma tête. On le fera 2 fois. Et si je survis, J'ai ri aux éclats en lisant ce message. Je suis pas un expert, mais les armes étaient clairement fausses. Il essayait vraiment très fort de me faire croire à cette farce. En repensant aux histoires d'un de mes amis sur Omegle, il a également mentionné des gens faisant des trucs comme ça. Donc, à ce stade, j'ai immédiatement su que c'était une farce. Et de mon point de vue, les armes ne semblaient pas assez brillantes pour ressembler à de vraies armes. J'ai regardé les armes et j'ai décidé de choisir celle de gauche. Je lui ai envoyé un message et il a choisi cette arme. J'étais encore plus excitée et intriguée et j'ai décidé d'aller plus loin. J'étais curieux de voir jusqu'où ce gars irait dans sa performance. Il a ensuite montré le pistolet à la caméra et a clairement montré tous les détails qu'un vrai pistolet aurait. J'ai enfin pu voir la brillance du métal du pistolet et j'ai été très impressionnée par le réalisme de l'arme. Il devait s'agir d'un accessoire de cinéma au moins. Malgré tout, je n'ai jamais envisagé, même dans mes rêves les plus fous, la possibilité que ce soit de vrais pistolets. Il a ensuite mis le pistolet sur sa tête, a fermé les yeux en appuyant lentement sur la gâchette. Le pistolet a juste fait clic. À ce moment, j'étais sûre à 100% que c'était soit de très bons faux, ou alors que tous de vrais pistolets, mais qu'ils étaient vides. J'étais impatient de choisir le prochain pistolet. Je voulais désespérément montrer à l'homme que je n'étais pas tombée dans le panneau. Nous avons ensuite répété le processus. Il m'a demandé de choisir une arme, et j'ai choisi celle du milieu. Il s'est mis à trembler comme une feuille. Il a pointé l'arme sur sa tête, mais cette fois-ci, il n'a pas réussi à s'en sortir. La fois suivante, c'était très différent. Il tremblait toujours, et on aurait dit qu'il voulait essayer de poser son arme. Pendant 1 seconde, il a hésité à appuyer sur la gâchette. Il lui a fallu environ 2 minutes pour finalement rassembler son courage. Je n'ai même pas cligné des yeux ou tressailli. À ce moment-là, j'étais juste stupéfait du jeu de cet homme. Ses tremblements et ses frémissements semblaient presque authentiques. Mais ensuite, c'est arrivé. Il a appuyé sur la gâchette et j'ai pu voir sa tête se détacher et beaucoup de sang gicler dans la pièce. Quelques gouttes ont éclaboussé la caméra. Heureusement, cela a brouillé l'horrible vision de ce qui restait de sa tête inférieure. Mais même à travers le sang, je pouvais voir ses muscles commencer à se contracter et avoir des spasmes. Après quelques secondes de plus, ils ont définitivement cessé de bouger. J'ai immédiatement détourné les yeux. Je me disais qu'il était impossible que ce soit réel, mais je commençais à croire qu'il ne faisait pas semblant. Le sang avait l'air trop vrai, et il était impossible que cet homme ait fait semblant de se faire exploser la tête. J'ai fermé les yeux et je les ai ouverts plusieurs fois pour voir si le corps était toujours là. Ma crise d'angoisse était à son comble. Une partie de moi attendait que l'homme se remette à bouger, en espérant qu'il s'agisse d'une sorte d'animation 3D, et l'autre faisait terriblement face à la réalité. Mais son corps n'a jamais bougé. J'ai décidé de rester sur la page aussi longtemps que possible pour voir si le corps allait au moins, peut-être, essayer quelque chose. Peut-être que quelqu'un chez lui entrerait dans la pièce et l'emmènerait rapidement dans un hôpital. J'étais dévastée, mais à ce moment-là, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je me suis précipitée dans les toilettes et j'ai commencé à vomir. J'ai passé 20 bonnes minutes avant de revenir dans ma chambre et de rouvrir lentement mon ordinateur. Je voulais juste me réveiller de ce cauchemar, mais c'est alors que j'ai compris. Je venais d'être témoin du suicide de quelqu'un. J'ai eu l'idée de crier dans mon microphone, ou peut-être d'alerter quelqu'un dans son appartement ou sa maison, d'essayer de me débrancher et de voir si cela faisait quelque chose. Peut-être que quelqu'un était dans le coin et pouvait l'aider. J'ai essayé de rouvrir Omegle, mais à ce moment-là, Omegle m'avait déjà assigné un nouvel inconnu. Alors j'ai décidé d'essayer de dormir, en espérant effacer tout cela de ma mémoire. Je ne pouvais évidemment pas le faire, je ne pouvais pas aider cet homme de toute façon. Je ne connaissais ni son nom ni sa localisation. Après environ 1 semaine, j'ai enterré ce souvenir au fond de mon esprit. Je ne l'ai jamais dit à mes parents ni à personne d'ailleurs. J'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas réussi. J'avais trop honte, j'avais trop peur, j'étais trop embarrassée. 4 ans plus tard, je pense encore de temps en temps à cet incident. Peut-être que si je l'avais cru, peut-être que si je l'avais écouté, j'aurais pu l'en dissuader. Mais je ne peux pas changer le passé. Je dois essayer d'oublier tout ça. Il n'y a rien que je puisse faire. Les gens me demandent souvent pourquoi je suis paranoïaque quand je vais sur Internet, surtout à notre époque. Ce que je vais vous raconter devrait répondre parfaitement à cette question. Cette histoire s'est déroulée il y a environ 3 ans. C'était un vendredi soir, et alors que je devais normalement être avec des amis, je me suis retrouvée à la maison. C'était une période étrange de l'année. Mes amis semblaient être soit occupés, soit malades. Tout n'était pas si terrible cependant. Je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir fait.
De temps en temps, j'apprécie avoir du temps pour moi. J'ai naturellement sauté sur mon ordinateur et commencé à surfer sur le web. Ce n'était pas très productif, mais cela m'a beaucoup aidé à me détendre. Cependant, après 1 heure ou 2, mon ennui a commencé à atteindre son paroxysme. Je ne savais plus quoi faire, ni sur quel site aller. Mais je me suis souvenu d'un site sur lequel mes amis et moi avions déjà l'habitude d'aller il y a quelque temps. Omegle existait depuis un bon moment déjà, mais je n'y étais pas allé depuis un bon bout de temps. Je trouvais le concept un peu idiot à mon âge. Mais avec tout ça, l'ennui a vraiment commencé à me gagner. Je me suis dit, au diable. J'ai ouvert Omegle et à mon grand étonnement, rien n'avait changé. C'était comme d'habitude. Je rencontrais des gens au hasard, par texto ou vidéo. Cela n'avait vraiment pas la même excitation qu'il y a quelques années, mais je suis pas vraiment sûre de savoir pourquoi. La première personne sur laquelle je suis tombée avait un sourire presque contagieux. Ses dents étaient entièrement visibles, et honnêtement ça m'a pris au dépourvu. Au début, inutile de dire qu'il semblait vraiment heureux de quelque chose, et ça m'a intriguée. Pour une raison quelconque, non seulement j'essayais de ne pas ruiner la très bonne humeur de cet homme, mais je trouvais vraiment intéressant de voir un sourire comme celui-là. « Quoi de neuf, mec ?» j'ai dit poliment en essayant de faire comme lui. Il y a eu une légère pause dans l'interaction, puis l'homme souriant a dit d'une voix froide et séduisante « Eh bien, bonjour étranger. Normalement j'aurais demandé comment vous allez, mais... Vous semblez passer une excellente journée ?» ai-je répondu en plaisantant. L'homme a gloussé et a continué. « La vie est trop courte pour être malheureux. On ne sait jamais quand les choses peuvent prendre un tournant. Cela vaut-il la peine de regarder en arrière et de se souvenir seulement de vous en train de froncer les sourcils ?» Ça a pris une tournure vraiment profonde, mais je suppose que le gars avait raison. Il n'y a aucun intérêt à bouder constamment. Maintenant, voulez-vous rencontrer un ami ? L'homme souriant a alors fait apparaître une personne portant un masque. La personne semblait grande et maigre, et le masque était blanc. La seule chose que je pouvais voir sur la personne masquée était une partie de ses yeux, mais ce n'était même pas la partie effrayante. La personne dont le masque semblait terriblement molle, essentiellement l'opposé de l'homme souriant. « Maintenant, il n'y a pas à avoir peur, » a dit l'homme souriant, reconnaissant le choc sur mon visage. « C'est une sorte de blague de mauvais goût ?» ai-je demandé. « Allons, ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un qu'on vient de rencontrer, » a répondu l'homme. Je suis resté silencieux. Une partie de moi voulait croire que c'était une sorte de farce, mais quand le sourire de l'homme est passé de bonheur à un rictus de malade, j'ai su que quelque chose de sinistre se passait. Ma peur s'est transformée en irritation, alors que l'homme continuait à sourire et à tenir cette personne molle sur l'écran. J'ai fait plusieurs captures d'écran et j'ai dit à l'homme d'arrêter sa blague, ou bien je le dénoncerai à la police. Mais l'homme a continué à sourire. Juste au moment où ma main allait vers le bouton d'échappement, l'homme m'a arrêté. Pas si vite. « Tu vas vraiment essayer de t'en sortir par la parole ?» j'ai demandé à l'homme avec colère. L'homme a continué avec son sourire de fou. Et il a plaqué un morceau de papier devant l'écran. C'était flou au début. Mais j'ai essuyé mon écran et laissé la webcam se recentrer. J'étais en état de choc. Mon visage a pâli pendant que je lisais le journal. Une fois de plus, c'était mon adresse. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Mon adrénaline était à son comble. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire ensuite. Dois-je continuer à le faire patienter ? Je me suis précipitée dans les escaliers et j'ai vérifié que mes portes d'entrée et de sortie étaient bien fermées. Certains de mes volets étaient ouverts, mais il n'y avait pas d'autres fenêtres. J'ai pris un couteau dans la cuisine et j'ai couru jusqu'à la salle de bain la plus proche. J'ai jeté la chaise que j'avais contre la porte de la salle de bain et j'ai essayé de la bloquer. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la police. La police était occupée à d'autres choses, car il était tard et c'était vendredi soir, mais ils allaient essayer d'envoyer une unité chez moi dès que possible en raison de la nature de l'urgence. Mais alors que l'opérateur était au téléphone avec moi, j'ai entendu mon portail arrière s'ouvrir. Ce portail n'était jamais utilisé. Il restait toujours verrouillé. J'ai demandé à l'opératrice si les flics étaient déjà arrivés chez moi. Elle m'a répondu que l'unité la plus proche se trouvait encore à 5 ou 10 minutes. J'ai fini par prendre une décision. J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain et j'ai sauté par-dessus. J'ai atterri de la manière la moins gracieuse possible. Les craquements des feuilles sous mes pieds auraient certainement alerté l'intrus. C'était maintenant ou jamais. J'ai couru plus vite que je ne l'avais jamais fait. Mon côté le plus logique me disait que j'aurais dû au moins regarder en arrière pour voir s'il était venu seul, ou comment ils étaient arrivés chez moi. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Après ce qui semblait être plusieurs minutes de sprint frénétique, je suis finalement arrivée à une intersection. Il n'y avait évidemment pas de voiture ou de personne à cette heure-ci, mais au moins j'étais devant un feu de signalisation avec des caméras et des lampadaires. J'ai expliqué aux flics tout ce qui s'est passé quand je suis arrivée. Je leur ai même montré les captures d'écran.
Ils ont réussi à identifier l'homme comme quelqu'un qui venait de sortir de prison pour un petit vandalisme. Ils ne l'ont jamais soupçonné de faire quelque chose comme ça. Je leur ai posé des questions sur la personne masquée et sur son état de santé. Ils m'ont expliqué, mais en essayant de garder un ton neutre. La dimension de l'homme masqué semblait bizarre. Ils ne savaient toujours pas si la personne était inconsciente ou morte sur la vidéo. L'homme souriant a enregistré mon adresse IP pendant tout ce temps. Il a réussi à retracer des paquets de vidéos jusqu'à ma maison. La police essayait toujours de comprendre si c'était l'homme lui-même ou quelqu'un d'autre qui était venu chez moi. Notre échange a alors été interrompu par l'un des enquêteurs qui nous a remis un morceau de papier dans un sac de preuves. L'officier avait l'air tout aussi perplexe que moi. J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» La police a d'abord hésité à me le montrer. « Écoutez, c'est ma maison. Ok, vous devez me montrer ce que vous regardez tout de suite. » J'ai répondu avec colère. L'homme m'a alors montré le morceau de papier et mon cœur s'est effondré. Sur le papier, on pouvait lire « C'était sympa de te rencontrer » avec un smiley à la fin. Dans la vie, je suis toujours considérée comme quelqu'un de plutôt chanceux, mais l'histoire que je vais vous raconter a définitivement changé la donne. Je suis étudiant à l'université, et à l'époque c'était ma 2e année. Je me considère comme quelqu'un d'ordinaire, je fais juste ce que j'ai à faire et je mène une vie normale. J'avais des amis, de bonnes notes et quelques loisirs. J'étais vraiment quelqu'un de normal. Sachant tout cela sur moi, maintenant, je ne m'attendais vraiment pas à ce que les choses traumatisantes se produisent. Les gens ordinaires comme moi n'attirent généralement pas l'attention négative ou le drame. C'était le week-end qui poursuivait les examens. Et nous étions tous ravis. Notre semestre avait été long et difficile. Nous étions tous prêts à faire une pause. Mes amis et moi venions de féliciter nos amis de classe supérieure. Ils étaient diplômés cette année-là. Nous nous sommes détendus avec les aînés, nous avons fait nos adieux et nous sommes retournés dans ma chambre. À l'époque, ma chambre était équipée d'un grand écran et de haut-parleurs. Cela signifiait que mes amis et moi pouvions souvent regarder des vidéos ensemble en ligne, ou faire d'autres choses. Cette nuit-là, pendant que nous voulions essayer Omegle était un site bizarre. Il était soit composé de jeunes enfants, soit de vieux hommes montrant leur bazar devant la caméra. Mais parfois, on rencontrait aussi des gens sympas, où on s'amusait à troller les gens bizarres. Dans la pièce, il y avait moi, mon amie Sophia, Lucie et Emily. Nous avons lancé Omegle et commencé à faire défiler les gens. Au début, rien ne sortait de l'ordinaire. Il n'y avait qu'Emily et moi, défilant, tandis que Lucie et Sophia étaient en arrière-plan. Nous avons rencontré un mélange habituel de bizarres et de gens cool, mais cela ressemblait juste à une autre nuit avec les filles. À un moment donné, cependant, nous avons rencontré un homme assez âgé. Il n'était pas vraiment bien soigné et semblait être dans une pièce miteuse. Je veux dire qu'il avait près de 40 ans, mais rien de tout cela n'était vraiment anormal, c'était juste un autre vieil homme effrayant sur Internet. L'homme a examiné mon écran et a commencé à sourire bizarrement. C'est quoi ce sourire? Il a regardé un peu plus dans la pièce et a répondu « Oh, rien, j'étais juste un peu de temps en ligne. » À ce moment, nous étions tous sur la même longueur d'onde. Nous pensions tous à des choses bizarres et sarcastiques à lui dire pour le mettre mal à l'aise. Je veux dire, après tout, Omegle était fait pour troller les gens. « Jolis cheveux, Sophia !» remarqua sarcastiquement l'homme. Il semblait avoir une chevelure très inégale et était presque entièrement chauve sur sa tête. « Vous êtes une jeune femme amusante », a continué l'homme, « mais je suis plus concentrée sur ce qu'il y a derrière vous. » Nous avons regardé derrière nous et Lucie était dans la rue. Lucie était une jeune femme très attirante et des hommes qui la draguaient au hasard, c'était quelque chose. On était tous trop habitués à ce stade. Sans se laisser impressionner par le comportement de l'homme, on a répliqué par une autre réponse sarcastique. « Vous êtes intéressé par ce qu'il y a derrière nous? Vous voulez dire le bureau? Oh, c'est juste un bureau ordinaire. Il est venu avec un dortoir. Vous aimez les tables ou autre chose ?» Nous avons toutes commencé à rire aux commentaires d'Emily, mais l'homme a souri et a poursuivi sa pensée. « Vous êtes très drôle, mais je parle de la fille qui est tout au fond à droite. »« Désolée, pas intéressée, » répondit immédiatement Lucie. Mais l'homme continua. « Écoutez-moi, jeune femme. Vous voyez, vous n'avez jamais eu affaire à un vrai homme. Tu ne sais pas ce que c'est la vraie romance, mais je peux te le montrer. » Nous nous sommes toutes regardées d'un air absent, puis nous avons éclaté de rire. Nous avions déjà toutes eu de vieux hommes bizarres qui nous avaient dragués en ligne. Mais ce type pensait vraiment qu'il avait une chance avec Lucie. Quand nous regardons en arrière à l'écran, l'homme avait l'air furieux. Son premier sourire en coin avait complètement disparu. Il a commencé à parler de lui donner une leçon et s'est assuré que nous comprenions qu'il était sérieux. À ce moment-là, nous avons fini de nous moquer de cet homme. Nous sommes passés à la personne suivante, en pensant à quel point il était mauvais perdant. Nous avions déjà rencontré des gens bizarres, mais ce type ne pouvait vraiment pas supporter le rejet d'une fille en ligne.
Le lendemain, j'ai reçu un appel d'Émilie. Apparemment, il y avait eu une fête de taille assez décente pour commémorer la fin de l'année. Elle a eu lieu la nuit avant le jour du déménagement, comme d'habitude, et elle semblait avoir beaucoup de succès sur les médias sociaux. Mais celle-ci était un peu différente normalement. Les étudiants trouvent une sorte de maison ou de dortoir pour accueillir ces fêtes, mais les dernières fêtes qui avaient fait ça avaient été arrêtées par la police assez rapidement. Alors quand les flics se sont montrés, la fête a été annulée. En bas, afin d'empêcher ça, ils allaient faire une fête dans les bois, dans un camping proche. Très probablement aussi sommaire que cela puisse paraître, ce n'était en fait pas anormal dans notre université. Mon université est proche d'un ensemble de campings assez célèbre. C'était un peu proche des bois et il était en fait courant pour des gens d'emmener quelques lumières et un haut-parleur sur des sentiers de randonnée à l'écart de la ville pour organiser des fêtes. C'était un excellent moyen d'éviter le bruit, les plaintes de la police, et compte tenu du fait que la fête se répandait sur les médias sociaux comme une traînée de poudre, nous savions qu'il y aurait déjà beaucoup d'autres personnes là-bas. Donc vraiment rien à craindre. Sachant que cela avait déjà été fait auparavant, Lucie, Sophia, Émilie et moi nous sommes rapidement préparés pour la fête. Nous n'arrêtions pas de nous moquer de l'homme de tout à l'heure, nous nous moquions tout le temps des gens en ligne. Mais sa réaction était tout bonnement impayable. Nous avons conduit jusqu'à la forêt et nous nous sommes dirigés vers le sentier. Il était tard dans la nuit, mais il y avait beaucoup de monde. Nous sommes finalement arrêtés au camping et il y avait déjà un feu. Dans l'un des stands, il y avait beaucoup de monde et la musique était déjà à fond. Nous sommes tous entrés et avons commencé à parler aux gens. Lucie s'est séparée en premier et a rencontré un homme. Il était grand et portait un pull gris. Le gars était plutôt mignon, et j'ai fait confiance à l'instinct de Lucie pour être en sécurité. Après tout, nous étions entourés de beaucoup de gens. Il n'y avait pas grand-chose que le type puisse faire. Je me suis retrouvée à parler avec un mec mignon qui s'appelait Joey, et qui avait l'air plutôt cool. Nous avons fini par échanger nos numéros sur les réseaux sociaux. Tard, j'ai commencé à rassembler tout le monde pour que nous puissions rentrer à notre appartement. Je ne voulais pas y arriver le lendemain matin ou quoi que ce soit d'autre. J'ai réussi à joindre Sophie, puis Émilie un peu de temps après. Mais Lucie était introuvable. J'ai demandé à Joey s'il l'avait vue, mais il n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Plusieurs minutes se sont écoulées pendant lesquelles nous avons cherché dans la fête, et nous ne l'avons toujours pas trouvée. Nous avons essayé de lui envoyer des textos et de l'appeler à plusieurs reprises, mais son téléphone se mettait systématiquement sur répondeur. Lucie décrochait toujours, surtout quand c'était nous. Nous avons cherché encore plus loin, et il n'y avait toujours aucun signe d'elle. Les choses commençaient à devenir vraiment effrayantes. Il était très tard, et les gens commençaient à quitter la fête. Mais malgré le nombre réduit de personnes, nous n'arrivions toujours pas à joindre Lucie. J'ai essayé de rester calme, mais Sophie et Émilie commençaient vraiment à paniquer. Nous voulions supposer qu'elle était partie chez un mec, mais cela n'expliquait toujours pas qu'elle ne décrochait pas son téléphone. J'ai même essayé de contacter ses autres amis pour voir si elle était revenue sur le campus, mais d'après ce qu'ils m'ont dit, ça ne semblait pas être le cas. Sophie, Émilie et moi sommes retournés à contre-cœur à notre voiture. Nous voulions voir si elle nous y attendait. Mais à notre grande horreur, elle n'y était pas non plus. Nous avions honnêtement l'impression d'être à court d'options. En fin de journée, Lucie avait mystérieusement disparu et avait été aperçue pour la dernière fois dans les bois. J'étais le plus sobre. J'ai donc déposé Sophie et Émilie à l'université et j'ai conduit jusqu'au poste de police. J'ai fait un rapport à la police et pendant ce temps, Émilie a continué à chercher Lucie dans l'université. Comme je racontais de plus en plus ce qu'il s'était passé à la police, ils ont commencé à réaliser que ça pouvait être sérieux. Ils ont estimé que c'était un motif suffisant pour commencer une recherche complète de Lucie. Il n'y avait rien que je puisse faire, donc j'ai retrouvé Sophie et Émilie à l'université. Nous avons essayé de faire de notre mieux pour dormir ce soir-là. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la station. J'ai décroché frénétiquement pour voir s'ils avaient des nouvelles. Je voulais savoir où était notre amie, ce qui avait pu lui arriver. Et là, disons que mon cœur s'est effondré. Lucie avait été retrouvée morte dans les bois avec de multiples coups de couteau sur le corps. Son corps avait été retrouvé non loin de la fête, dans la forêt. La police pense qu'elle aurait pu être traînée dans les bois dans l'obscurité, ses cris étouffés par la musique forte et les gens. Sophie a commencé à sangloter, et Émilie et moi sommes restés là, les visages pâles d'incrédulité. Les flics n'avaient toujours pas trouvé le coupable, mais je sentais que j'avais un indice. Je me souviens de Lucie flirtant avec ce grand homme. Je sentais que ça devait être lui. Une autre journée horrible a passé, et finalement on m'a demandé d'aller au poste de police pour un peu plus d'interrogatoire. Il s'avère qu'ils pensent avoir trouvé leur coupable. J'étais furieux. J'étais sur le point de voir la personne qui m'avait enlevé mon ami pour toujours. J'ai réalisé que j'étais peut-être, ou peut-être pas à l'école avec cet homme pendant tout ce temps. Cette pensée m'a dégoûtée. Mais d'une certaine manière, c'était encore pire que je ne le pensais quand ils ont sorti le tueur. C'était le vieil homme d'Omegle. Comment cet homme nous avait-il trouvés? Comment tout cela avait-il pu se produire? Mais c'est alors que ça m'a frappé. Pendant l'appel Omegle,
Lucie portait un badge d'un événement auquel elle avait assisté auparavant. Elle portait aussi le sweatshirt de notre école. Les flics ont cru que l'homme avait réussi à la retrouver sur les réseaux sociaux et à retrouver la fête à laquelle nous allions. Et une fois qu'il l'avait retrouvée, il avait liké et commenté ses posts sur les réseaux sociaux. Ça m'a rempli de rage et de désespoir, des pieds à la tête. Ce sale type en ligne avec qui nous sommes embrouillés, il a vraiment été à la hauteur de ses menaces. Je n'ai même pas pu dire au revoir à Lucie. Je ne pouvais pas y croire. S'il y a quelque chose que je veux que vous retiriez de tout ça, c'est de faire attention à qui vous rencontrez et de qui vous vous moquez en ligne. Des choses inimaginables peuvent toujours arriver.